Bonsoir, bienvenue dans Au Quotidien et Au Quotidien la suite en ce mardi 15 octobre 2024 et la présentation ce soir, Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir Alexandre, bonsoir à tous. L'invité de notre journal ce soir. Christophe Rouillon, vous le connaissez, il est maire de Coulennes, mais il est aussi président du groupe socialiste du Comité européen des régions et il est rapporteur de l'examen du plan de relance européen post-Covid. 650 milliards d'euros quand même, pas toujours utilisés par les régions d'Europe, nous verrons pourquoi. Et puis dans la suite d'Au Quotidien. Les Francas, association d'éducation populaire, fêtent leurs 70 printemps en Sarthe. Le point sur les événements à venir avec Charlie Guillot et François Pancel, directeur et administrateur. Mais tout de suite, on passe à l'actu. Au sommaire de cette édition du mardi 15 octobre, une drôle de décoration à louer. Dans le cadre d'Octobre Rose, mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein, une commerçante a organisé une exposition de soutien-gorge à ciel ouvert et on peut dire que ça interpelle. Et puis direction Arnage où une moto-école forme dès le plus jeune âge au respect des règles et du code de la route. Mais on ouvre ce journal avec les inquiétudes de plus en plus grandes des salariés de Valeo à la Suze-sur-Sarthe. Et toujours pas de repreneur connu pour les salariés des 3 sites de Valeo en France, dont celui de la Sarthe, alors que le directeur général, Christophe Périllat, devait donner un nom ce mardi 15 octobre. Il prenait la parole au Salon de l'Automobile à Paris et donc toujours aucune déclaration. L'intersyndicale du site a organisé plusieurs débrayages dans la journée pour marquer leur mécontentement à la Suze. Donc on écoute Christelle Bourguignot, déléguée syndicale CFDT. On a fait les débrayages de 8h à 9h et de 15h45 à 16h45 pour pouvoir maintenir le CSE, pour avoir des informations. Pas d'avancée, pas de nouvelles. Le CIPE, il y a eu aussi une petite réunion avec le cabinet Alixio de 15h à 15h30, 40 là. Bon, apparemment, tout ce qu'on sait, c'est que le potentiel repreneur aurait signé la charte de confidentialité pour avoir le dossier technique du site, ce que je viens d'entendre. Voilà, sans non plus, voilà, c'est juste un transfert de documents à potentiellement des repreneurs fictifs. Il n'y a rien de concret. Une information de nos confrères de France Bleu Maine, l'association La Flambée Production s'est fait placer en redressement judiciaire le 12 septembre dernier. Le créateur de l'association La Flambée, Alain Euzard, nous l'a confirmé. Cette mise en redressement judiciaire était volontaire pour ramener les finances de la structure à l'équilibre. Elle va durer 6 mois, mais les spectacles, la création et surtout l'Institut national du music hall vont continuer leurs activités avec, nous dit-il, encore plus de motivation. Pendant 2 ans, la revue qui fédère en moyenne 20 000 spectateurs chaque année a dû se déplacer de la salle des concerts habituelle à la Rotonde, ce qui les a privés d'une grande partie de leur public, sans parler des difficultés liées à la période Covid, donc raison pour lesquelles les finances sont en berne. Mais le créateur de La Flambée se veut rassurant. Il annoncera dès la semaine prochaine le contenu de la prochaine revue intitulée Euphorie et qui débutera le 11 janvier 2025. Un compte Facebook bien connu des Sartois a été supprimé. Ça recrute en Sarthe, compte qui regroupe les offres d'emploi dans le département. Plus de 76 000 abonnés. Il est suspendu par Meta, administrateur de Facebook, depuis samedi dernier. La conséquence de 3 alertes consécutives sur des annonces jugées frauduleuses par le géant américain. Selon Jean-Pierre Fabre, que vous voyez à l'écran, le créateur de cette page que nous avons joint par téléphone aujourd'hui, ces annonces n'étaient aucunement fausses. Il a donc sollicité plusieurs cadres, dont la vice-présidente du groupe Meta aux États-Unis, Monica Bickert, afin de rouvrir l'accès au compte. Dans l'intérêt de la communauté, si aucune réponse n'est donnée d'ici 2 semaines, il nous a déclaré qu'il envisageait de créer une nouvelle page qui portera le même nom. Allouer, une initiative originale fait le buzz dans le cadre d'Octobre Rose. Une commerçante a décidé d'accrocher des soutiens-gorge dans le centre-ville pour sensibiliser au cancer du sein. Une idée audacieuse qui fait parler d'elle et pleine de couleurs. Anthony Piton. La rue attire tous les regards. Des guirlandes de soutien-gorge s'accrochent aux façades allouées, créant un spectacle surprenant en cette période d'Octobre Rose. C'est une belle idée. Ça attire sûrement l'œil, beaucoup l'œil même, parce qu'on est tous toujours un peu surpris de voir ça en l'air. C'est une très bonne initiative. Ça fait penser à tous ces gens qui galèrent pour cette saleté de maladie, franchement. L'initiative vise à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein. Elle est portée par la gérante de cette mercerie qui récupère toutes les pièces de lingerie laissées au fond du placard. Alors dis-moi, c'est quoi? Tiens, je me gorge pour la gamme. Ah ok, merci.
ça permet de mettre un peu de festivité dans la ville d'une manière originale et de faire penser que voilà, c'est une cause importante et que le mois d'octobre, c'est pour penser au cancer du sein. Les soutiens-gorge souvent discrets deviennent ici des porte-paroles. C'est tout le sens de la démarche d'Anaëlle, créer une prise de conscience. On a tous quelqu'un dans notre famille ou dans nos amis ou dans notre entourage qui a eu un cancer du sein ou qui a un cancer du sein, qui guérit ou qui n'en guérit pas. Et cette maladie me touche vraiment. Et en tant que femme, encore plus. Avec mon magasin, je vois les réactions des gens et ça interpelle pas mal les gens. Donc, et j'ai vraiment que des bons retours par rapport à ça. Une belle façon de porter un message de taille. L'importance de prendre soin de sa santé et de se faire dépister régulièrement. On accueille tout de suite l'invité de notre journal. Il s'agit de Christophe Rouillon, maire de Coulennes, mais il est aussi président du groupe socialiste et apparenté au Comité européen des régions. Et vous êtes également rapporteur de l'examen de mi-parcours du plan de relance post-Covid-19, je vais y arriver, adopté le 8 octobre dernier en séance plénière à Bruxelles. On va voir les images. D'abord, quand même, pour recontextualiser, le Comité européen des régions, c'est quoi, Christophe Rouillon ? En réalité, c'est l'Assemblée des élus locaux d'Europe qui représente les présidents de région, maires de grandes villes, élus locaux d'Europe et qui interviennent dans le circuit législatif européen entre, vous savez, la Commission qui élabore les textes et puis après les États au niveau du Conseil des ministres européens et du Parlement européen qui votent les lois. Donc nous sommes une instance d'influence, nous sommes la voix des territoires dans l'Union européenne. Et le rapport fait état de 650 milliards d'euros, donc 40 milliards pour la France. Utilisable pour quoi concrètement ? Alors c'était un plan pour relancer l'économie après la période de la Covid. C'était un plan pour des investissements au niveau national, pour l'innovation, pour la recherche, des investissements aussi au niveau local. Je donne quelques exemples en Sarthe, ce sera plus parlant. Ah oui. Par exemple, vous savez que l'entreprise Huygens à Bessay-sur-Bray a fermé ses portes, elle a été délocalisée, et c'est grâce à une aide de l'Union européenne qu'il y a une réindustrialisation du site et qu'on a pu avoir la création d'une entreprise qui a 400 salariés, l'entreprise Manicare, et qui fabrique des gants chirurgicaux. Puis on a un autre exemple, c'est celui de la cathédrale du Mans, puisque le chantier a été financé grâce en partie à une aide de l'Union européenne. Et ma prime Rénov' pour les citoyens. Je vous coupe parce que j'ai choisi un extrait justement de votre déclaration devant la Commission. Ce que vous dites est juste, encore faut-il le faire savoir. Et les élus locaux ne le savent pas forcément. On vous écoute. Il y a eu aussi un manque de visibilité de ces investissements sur le terrain. Parfois, les États se cachant bien de dire que l'argent venait de l'Europe. C'est le cas, par exemple, dans ma région, où des projets de réindustrialisation n'ont pas du tout été signalés comme européens, et même des projets comme celui, plus emblématique dans la ville du Mans, de rénovation de la cathédrale du Mans, qui n'a pas été signalé comme étant une initiative européenne. Et des actions plus concrètes comme celle, par exemple, de l'aide pour l'isolation des bâtiments. C'est pour cela que dans l'avis du président du CDR, Vasco Cordeiro, et du président de la Commission, Émile Boc, nous avons souligné que la politique de cohésion doit rester le principal instrument d'investissement à l'avenir. Néanmoins, avec les nouvelles priorités, nous aurons besoin de nouvelles capacités d'investissement capables d'y répondre. En ce sens, à mon avis, un nouvel instrument budgétaire basé sur un endettement commun sera nécessaire si nous identifions un besoin commun, comme par exemple le logement ou la défense. Deux choses dans ce que vous venez de dire. Les aides européennes sont trop peu connues. Oui, alors vous savez, vous avez la politique de cohésion territoriale, c'est le FEDER. Alors ça, on le sait à peu près. Par exemple, on a sur les panneaux une obligation de mettre que c'est financé par le FEDER. Ce sont des fonds, par exemple, pour la rénovation de bâtiments de logements à Sablé. C'est également le MILE à Allonnes. Ce sont des fonds à l'université. Dans ma propre ville, la piscine. Il y a une obligation. Par contre, pour ce qui concerne le plan de relance, qui faisait l'objet de mon avis, il n'y a aucune obligation. Et parfois même, le ministre et le préfet ne savent pas où sont nichés les fonds européens. Donc c'est dommage parce que ça prive l'Europe de visibilité et de montrer qu'elle est essentielle aujourd'hui pour les financements qui préparent l'avenir. Et donc c'est pas assez utilisé, très concrètement. Alors
On a fait un bilan. Aujourd'hui, on a 40% des fonds de ce plan de relance de 640 milliards qui ont été utilisés. Il y en a d'autres qui sont réservés pour des investissements. Mais on sait qu'à la fin, en 2026, il va rester à peu près 100 milliards d'euros non consommés. Donc c'est aussi l'objet de la proposition que j'ai pu formuler dans cet avis. Alors voilà, une des propositions que vous faites, c'est la possibilité d'un endettement commun. Alors, d'abord, utiliser ces 100 milliards. Ouais. Moi, il me semble que la question du logement est extrêmement importante aujourd'hui parce que le secteur est grippé. Beaucoup d'entreprises ont des difficultés. Donc, beaucoup de personnes ne trouvent pas d'investir avec cet argent. Massivement, à la fois dans la rénovation et dans la construction. Et puis aussi passer à une deuxième étape en tirant les conclusions aussi des erreurs du premier plan, avec un nouvel endettement commun de l'Union européenne pour financer. Vous savez, Mario Draghi, l'ancien président de la Banque centrale européenne, a dit qu'il fallait 800 milliards d'euros d'investissement de l'Union européenne pour qu'elle se mette au niveau de compétitivité des États-Unis et de la Chine. Donc, grâce à ce nouveau plan de relance européen, on va soulager les finances des États, on va faire un endettement commun avec un remboursement qui se fera plus dans la durée. Comme on est tous ensemble, eh bien, on a des taux d'intérêt plus faibles. On va, c'est pas encore fait. Non, c'est souhaitable. J'ai plaidé d'ailleurs, je dis clairement que j'ai perdu le vote. Oui, voilà. C'est-à-dire que le groupe socialiste et le groupe des Verts ont défendu cet amendement, mais En fait, ce que vous défendez, c'est la nécessité d'investir pour l'avenir, même en période... On ne va pas se mentir, on voit bien le budget de l'État français qui sera probablement voté à un moment ou à un autre. On va entrer dans une période où il va falloir serrer la vis, une période de récession, parlons-en. Est-ce que vous pensez que ça peut passer, ces projets que vous lancez? Il faut surtout éviter la récession, parce que si on perd les recettes de l'État à cause de la récession, on va rentrer dans un cycle dépressif qui sera catastrophique. Donc il faut économiser, c'est-à-dire qu'on ne veut pas emprunter pour payer le fonctionnement, pour payer les salaires, pour payer les dépenses courantes, mais au contraire, pour l'investissement, pour la lutte contre le réchauffement climatique, pour soutenir l'économie au plan local et aussi pour aider à la recherche, à l'innovation. Ça, ce sera un combat politique. C'est un vrai combat politique. Il faut arriver à convaincre les Allemands qui sont bloqués par les règles constitutionnelles de la Cour de Karlsruhe, qui les bloquent. Alors, ils ont à la fois peu d'endettement, mais ils ont aussi reporté des investissements essentiels dans plein de domaines, l'éducation, même les réseaux d'eau et d'assainissement ou d'autres, et qui sont une dette renvoyée vers les générations futures. Donc je pense on va continuer à se battre au niveau du groupe socialiste du Comité européen des régions pour convaincre les pays que l'on dit radins d'investir, mais d'investir pour la création de richesses et pour la compétitivité de l'Europe par rapport aux autres continents. Des sujets passionnants qui sont beaucoup plus proches de notre territoire qu'on ne l'imagine, et notamment par le Comité européen des régions. Merci d'être venu nous en parler. Si vous voulez des informations très concrètes, je vous invite à vous rendre sur le site corps.europa.eu où vous allez avoir notamment votre avis qui a été voté le 8 octobre dernier. Merci d'être venu. Merci de votre invitation. On prend la direction d'une moto-école, pas comme les autres, Laure. Oui, parce que les pilotes, ce sont des enfants. À l'aérodrome du Mans, depuis 2 ans, le programme Petit Motard deviendra grand enseigne les bonnes pratiques en 2 roues dès l'âge de 4 ans. Au programme, une alternance de théorie et de pratique, découverte avec Colin Ancel. La gauche, elle sera toujours devant le frein. Comme ça, si tu as un problème, tu es prêt à freiner. Et oui, pas question d'aller à fond. Dans cette école, petites motos électriques pour jeunes conducteurs. Le but, d'abord, briefer les enfants sur l'équipement. Ah, on dirait qu'il est fait pour toi, celui-là. Sur les panneaux et les feux, et c'est parti. L'image de la moto aujourd'hui n'est pas très bonne dans les médias. Pour nous, la moto, c'est le respect des règles, avoir un équipement adapté pour se protéger au mieux. À cet âge-là, on ne peut pas rouler sur la route, bien sûr, l'âge minimum c'est 14 ans. Plus on commence tôt, plus c'est facile pour eux plus tard. Ces enfants sont passionnés dès le plus jeune âge. Harley a 4 ans, mais déjà des envies de grand. J'aime bien le motocross. Depuis tout petit, on l'a emmené, que ce soit 24 motos, MotoGP. Il les connaît tous. Il a une draisienne aussi à la maison, il a vraiment tout ce qu'il faut, donc il est vraiment fan. Le samedi, 1 à 2 fois par mois, de mars à fin novembre, quelques enfants viennent régulièrement s'essayer sur ce petit circuit et en salle, des séances de 3 heures. J'adore la moto. J'en ai déjà fait et je me suis rendu compte que ça me plaisait aller faire de la moto sur la route. Qu'est-ce qui te plaît dans le fait de faire de la moto? Aller vite. Je trouve ça bien. J'aime bien aller sur les circuits. Alors il y a parfois des chutes, sans gravité heureusement, mais les enfants ressortent avec des connaissances qu'ils ne manquent pas de partager.
Le retour des parents que j'ai régulièrement, c'est justement que les enfants viennent un peu les embêter après les stages, en leur répétant qu'à certains panneaux ou au feu tricolore par exemple, on doit respecter des règles, que les parents ont pris certaines facilités mais qui ne correspondent pas au code de la route. La formation coûte 49 € pour 2 séances pour les 4-6 ans et 79 € pour 3 séances pour les 7-14 ans, avant de pourquoi pas continuer sur la route et passer le permis à elle. C'est la fin de notre journal. On se retrouve dans la suite d'Au Quotidien. On accueillera 2 invités, Charlie Guillot et François Pancel, membres des associations d'éducation populaire Les Francas. Qu'est-ce que c'est? Vous en saurez plus après une courte page de pub et de météo. A tout de suite. Bonsoir messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. Malheureusement, des conditions météo qui resteront encore assez maussades au cours de ces prochaines heures. Regardez pour votre soirée, encore de nombreux nuages qu'on va retrouver sur l'ensemble de notre département, mais également sur nos départements voisins. Côté température, celle-ci évolue entre 17 et 19 degrés, 17 degrés du côté de Mamers ou encore à Sille-Guillaume, 18 degrés au Mans, Sablé-sur-Sarthe ou encore du côté de Tours, 18 degrés également pour la Ferté-Bernard, Pont-Valin, Malicorne ou encore à Saint-Calais, 19 degrés à Vendôme, Blois ou encore du côté de Laval. Alors pour la journée de mercredi au petit matin, on va retrouver une petite accalmie avec un tout petit peu plus d'éclaircies au lever du jour, des températures qui resteront extrêmement douces, entre 14 et 16 degrés, comptez 14 degrés pour Sille-Guillaume, 15 degrés pour Laval, Alençon ou encore du côté de Mers, 15 degrés également au Mans ou encore du côté de Vendôme, jusqu'à 16 degrés pour la Flèche. Pour la suite de votre journée, on notera 2 choses. Alors dans un premier temps, des températures quasiment estivales à quelques degrés près. 22 pour Alençon, 23 degrés à Mamers, 24 degrés au Mans pour la Flèche ou encore à Tours, idem du côté de Blois. Pourquoi? Parce qu'on a ce flux qui reste orienté au secteur sud, par conséquent c'est de l'air chaud. Et puis d'un autre côté, on aura un tout petit peu plus de nuages, notamment sur la partie ouest, prémisse d'une nouvelle perturbation qui amènera également quelques précipitations. Alors justement, une perturbation qui va gagner du terrain pour la journée de jeudi avec de la pluie sur l'ensemble de la région. Des températures qui vont de nouveau baisser entre 16 et 20 degrés. Mais on sera encore un peu au-dessus des normales de saison. Et puis pour la journée de vendredi, ce sera sensiblement la même situation. Mais on affinera tout ça, bien évidemment, lors d'un prochain bulletin météo. Je vous souhaite de passer une excellente journée en ce 16 octobre. De retour sur notre plateau, bienvenue dans Au Quotidien. À suite, si vous nous rejoignez, on fait un point tout de suite avec notre partenaire RPI La Loire sur la qualité de l'air. Les particules fines et le dioxyde d'azote sont présents en de faibles quantités dans l'atmosphère. L'indice reste moyen en raison d'un faible niveau de pollution à l'ozone. Tout de suite, nos invités d'Au Quotidien, la suite, Laure. Merci d'être avec nous, les Francas, association d'éducation populaire qui fête leurs 70 printemps en Sarthe cette année. On fait le point avec vous sur des événements à venir. Charlie Guillot, directeur de l'association départementale, et François Pancel, administrateur des Francas, ancien président, également enseignant de votre État. Tout ça. D'abord, François, un mot sur les Francas. C'est quoi les Francas? Quesaco, concrètement? Simplement, les Francas, c'est un mouvement qui a 70 ans en Sarthe, mais 80 ans au niveau national. Un mouvement qui est né sur les ruines de la France et de l'Europe en 1944, et des éducateurs se sont posé la question à ce moment-là. Certes, il va falloir reconstruire le pays en bâtiment, en économie, en transport, mais aussi en éducation, car les enfants, beaucoup d'enfants étaient à la rue, beaucoup d'enfants orphelins, et il fallait les occuper à ce moment-là. Alors pour fêter les 70 ans de l'association locale, vous avez décidé de faire un lien avec la Convention internationale des droits de l'enfant, qui fête aussi ses 35 ans. Pourquoi cette alliance? Est-ce que ça fait partie de votre philosophie? Bien évidemment, depuis le début, les Francas se sont battus, pas seuls, avec d'autres associations, l'UNICEF et bien d'autres associations qui défendent les droits des enfants, pour qu'il y ait une convention internationale qui soit ratifiée par le maximum d'États, et se dire que les droits des enfants doivent être un peu la direction à suivre par tous les éducateurs dans leurs projets pédagogiques.
et se dire que les droits de l'enfant, c'est en France aussi, et ce n'est pas seulement dans les pays étrangers. On voit les zones de guerre actuellement, mais c'est aussi en France, où il y a des enfants qui n'ont pas le droit à un logement, qui n'ont pas le droit à l'éducation qu'ils devraient avoir. Et donc, ces questions-là sont aussi cruciales pour aujourd'hui et pour l'avenir. Ça représente combien de personnes, les Francas en Sarthe? Ça fait du monde, hein? Alors tout à fait. Avant tout, on est une association et donc on a des adhérents, donc des hommes, des femmes qui adhèrent au projet des Francas. Donc environ 200 personnes qui sont présents au quotidien, donc sur leur territoire, pour mettre en œuvre des actions éducatives en direction des enfants et des jeunes. Au-delà des adhérents, ce sont des salariés. Donc l'association départementale compte 6 salariés. Donc au-delà des salariés, on a également des bénévoles, une trentaine de bénévoles qui participent aux actions éducatives, que ce soit les animations, que ce soit les formations, et également le développement de politiques éducatives locales en lien avec les collectivités, les établissements scolaires et également les centres de loisirs, accueil de jeunes. Alors justement, dans la programmation que vous proposez depuis septembre et jusqu'à la fin de l'année autour eh bien, de cet anniversaire et des droits de l'enfant, vous proposez une exposition itinérante et des ateliers. On peut faire appel à vous quand on est enseignant ou quand on est une association par exemple qui reçoit des enfants pour cette expo. Et expliquez-nous concrètement, ça consiste en quoi ? Alors cette exposition, c'est une exposition modulaire. Donc ce sont des modules qui permettent, à travers la CIDE, de parler des droits de l'enfant. La CIDE, c'est 54 articles et donc de nombreux droits spécifiques pour protéger les enfants. Et donc dans cette exposition-là, ça permet aux enfants, à travers un rallye, à travers des animations, de pouvoir faire des jeux et de permettre aux enfants d'échanger autour de leurs droits, de connaître le regard qu'ils portent sur leurs droits et sur l'effectivité sur leur territoire. Concrètement, le droit d'avoir une famille, le droit de manger à sa faim, le droit d'être soigné. Est-ce qu'on parle souvent du monde en France, mais également dans son quartier? Est-ce que c'est effectif? Et qu'est-ce qui existe pour aider les enfants pour permettre à ce que ces droits soient plus effectifs? Dire aux enfants qu'ils ont des droits, effectivement, on n'y pense pas forcément, hein, et c'est hyper important. On va mentionner 2 grandes dates de votre programmation. Mercredi 20 novembre, un rassemblement d'enfants intercentre dans les locaux des Francas permettra de rassembler des enfants de tout le département. Alors pour qui et pourquoi ? Alors les Francas, avant tout, on agit aussi en direction des collectivités et des centres de loisirs. Donc un intercentre, c'est un rassemblement d'enfants qui viennent avec leurs centres de loisirs, leurs animateurs. Et donc l'idée, c'est d'accueillir une centaine d'enfants dans nos locaux et en nous appuyant sur cette exposition modulaire pour permettre une journée festive, pour renforcer la connaissance des enfants sur leurs droits de l'enfant et également permettre la venue d'un humoriste, d'un comédien et terminer cette journée en beauté sur les droits de l'enfant et faire en sorte que les chansons qui seront faites seront alimentées avec les mots d'enfants qui seront rencontrés en amont depuis septembre et créer des chansons autour des droits de l'enfant. C'est 5 rue Jules Ferry, hein, je le dis, hein, c'est proche centre-ville du Mans. Les Francas, c'est facile d'accès. Quartier de Pontlieu. Ouais, quartier Pontlieu, c'est facile d'accès. On y va en tram, c'est facile. Tout à fait. En trottinette, à pied, vous faites comme vous voulez. Il y a une autre date pour finaliser ce temps festif, finalement, ces semaines festives, un grand final le samedi 23 novembre au Clos Fleury à Mulsanne sur la thématique précarité et réussite éducative, un enjeu majeur, un défi pour demain. En effet, c'est ce que vous disiez, la précarité, ça touche aussi sur les droits de l'enfant, tout simplement. Alors, encore une fois, pourquoi, pour qui ce 23 novembre ? Dans notre ambition politique, la question de la précarité éducative et l'accessibilité des loisirs aux plus démunis, ça fait partie de nos priorités. Et donc, cette journée qui se veut festive pour se remémorer nos 70 ans d'existence en Sarthe, c'est aussi une journée qui permet de réfléchir collectivement sur les leviers de cette réussite éducative. Donc la pauvreté et l'accessibilité aux loisirs, la question de la place des familles dans cette réussite éducative, ou encore maintenant la place des réseaux sociaux, des écrans, qui sont parfois des leviers, parfois des freins. Et donc se retrouver collectivement à réfléchir ensemble aux problématiques qu'on peut rencontrer, identifier des pistes d'action. Et qui peut s'inscrire concrètement? C'est les gens du réseau, c'est les membres de l'association ou peut-être les gens qui sont intéressés, qui sont enseignants par exemple, comme vous? Oui, tous les éducateurs qui sont intéressés peuvent y participer, chacun est porte-voix. Ça fait du monde, mais c'est aussi un lieu de rencontre entre les différents éducateurs. Et des fois, c'est difficile, le monde de l'éducation peut être cloisonné. C'est un lieu aussi, on se veut un lieu de rassemblement et d'échange des pratiques selon l'endroit où on est.
Si vous avez la moindre question sur toute la programmation et sur les dates qu'on a évoquées ensemble, il y en a d'autres évidemment, mais on ne peut pas parler de tout en 5 minutes. Et il y a le site internet francapaysdelaloire.fr, vous allez trouver la programmation. Et puis un numéro de téléphone que je vous donne si vous voulez plus de précision, vous inscrire 02 43 84 05 10. Merci pour les enfants et pour les adultes aussi qui s'occupent des enfants et qui pensent à leur avenir. Nous on joue, on est des grands enfants aussi, on joue sur LMTV maintenant. Et on vous propose donc cette semaine de gagner 2 entrées pour le Salon de l'immobilier qui a lieu du 25 au 27 octobre au Parc des Expos du Mans. Pour jouer, c'est très simple. Envoyez un mail à jeu@lmtv.fr. Laurence vous répondra dans la matinée si vous êtes le premier à tenter votre chance. Bonne chance à tous. Ce mercredi, 18h30, Au quotidien pour le direct, nous recevons dans le journal Evelyne Gobert, présidente de l'UFC Que Choisir en Sarthe, pour le numéro 100 du bulletin de l'UFC, le consommateur 72. Et puis dans la suite d'Au quotidien, Pascal Tansori représentera le Rotary Club de la Sarthe et nous expliquera comment le Rotary lutte contre la polio dans le monde. Tout de suite, c'est Plus belle ma Sarthe avec Bruno Palmé-Laure nous emmène du côté de Montfort, le Génois. Et puis vous avez rendez-vous avec ses chroniqueurs, notamment Pascal Mariette pour le patrimoine. On se dit à demain sur LMTV Sarthe dès 18h30. C'est la fin de la quotidienne. Et c'est la fin de la quotidienne. Bonne soirée à tous. Salut.